Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce numéro d'On se dit tout. Je vous propose de nous occuper de l'entrepreneur qui est en vous. Vous êtes porteur d'un projet, vous souhaitez le concrétiser. Alors au-delà du business plan et du financement, quelles sont les clés de la réussite? Les détails, c'est tout de suite. Allez, entrepreneur, vous dites, comment y arriver? Ce projet est-il véritablement fait pour moi? Autant de questions peut-être que vous vous posez, que nous allons essayer de développer pour vous ce matin avec différentes spécialistes. Fatema El-Hasni, bonjour. Bonjour C'est un Yasmine. plaisir de vous avoir. Ça fait un petit moment quand même. Exactement, mais je reviens avec beaucoup de choses. Merci beaucoup Fatema. Vous êtes consultante, coach carrière et Iman El-Mazil. Bonjour Iman. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes coach. Merci C'est à un vous. plaisir de vous avoir. Et justement, en fait, vous êtes également au cœur, en tant que vécu, de cette thématique. Oui. On va essayer de développer tout ça dans quelques instants. Alors, pour commencer d'abord, on parle d'esprit entrepreneur. Est-ce que ça existe vraiment? Et c'est quoi un esprit entrepreneur, Fatema El-Hasni? Exactement, ça existe. Ça existe vraiment? À partir du moment où nous avons des entrepreneurs, où nous avons des personnes qui passent d'une idée de projet à une concrétisation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les distingue des autres. Et donc, notamment, on parle d'esprit entrepreneurial. Et c'est quoi entreprendre? C'est justement prendre des résolutions et de passer de résolution à action. Et bien sûr, entre résolutions, nous avons tous des résolutions, nous avons tous des idées, mais qu'est-ce qui fait la différence que les uns arrivent justement à partir d'une idée à concrétiser le projet? C'est en relation beaucoup avec le profil de personnalité, les traits de personnalité, exactement. Une personne... C'est en soi, en fait, c'est inné? C'est inné. Vous savez, si je prends le psychologue Marston, par exemple, il dit que tous les comportements sont des comportements que nous développons depuis l'âge de naissance jusqu'à l'âge de maturité. Mais après, bien sûr, pour ne pas fermer les portes devant les autres, on dit qu'il y a des comportements, là on parle de comportements naturels, mais après on dit que la personne peut aussi développer un certain nombre de caractères et donc développer un certain nombre de comportements. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont dans la personne, en naturel. Et donc, la personne qui a ces traits de personnalité dans le naturel, elle n'a pas à fournir d'efforts considérables pour pouvoir soit concrétiser un projet, soit réaliser une action, etc. Alors, souvent, quand on pense à l'esprit entrepreneur, on pense à l'esprit prise du risque, à celui qui prend du risque. Est-ce que vous êtes d'accord, Iman El-Mazil? Certainement, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a une grande forme de prise de risque. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut s'apprendre, en fait. Ça peut s'apprendre, la prise de risque. Certaines personnes, ils ont déjà ce goût de challenge et de défi, d'autres un petit peu moins. Mais selon leur motivation, leur détermination, ils peuvent acquérir cette prise de risque. Et l'ADN... ne nous conduit pas à être ou pas preneur de risques, mais la culture et notre environnement, il développe... Ça nous façonne. Exactement, ça nous façonne. Ça facilite ou pas cette envie de prendre des risques pour l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'on peut tous, un jour ou l'autre, mais vraiment tous, sans exception, un jour ou l'autre, Iman, se lancer dans l'entrepreneuriat? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que, comme j'ai dit, il y a le programme de gènes humaines, un programme qui a étudié l'ADN humain, qui a publié une étude scientifique en 2001 qui, justement, montrait que nos gènes ne sont pas responsables de ce qu'on fait, mais plutôt nos actes. Et non, parce qu'il y a quand même certaines conditions, comme je disais, par rapport au milieu culturel, à l'environnement, aux croyances, qui font que les gens peuvent se lancer ou pas. Dans ça, d'une part. D'autre part, il y a aussi la partie accompagnement qui peut donner de l'importance, parce que comme a dit Madame Fatema, on peut tous avoir des idées, mais on est entrepreneur quand on passe de l'idée à l'opportunité d'affaires. C'est là où on devient entrepreneur, où on challenge cette idée par rapport à la valeur ajoutée qu'elle aura face aux futurs clients. Alors pourquoi je vous pose la question de l'inné? Parce que très tôt, on voit des enfants
dans l'entourage, dans la famille, certains enfants qui vont se démarquer parce qu'ils vont toujours vouloir avoir un peu plus d'argent de poche, ils vont créer des petites choses, faire appel à une forme d'imagination pour entreprendre quelque chose et avoir un peu plus d'argent de poche. Ne serait-ce qu'ils peuvent venir essayer de monnayer en quelque sorte un service, une course, ranger sa chambre, ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est déjà une petite forme, fibre d'entrepreneuriat? Bien sûr, on le sait que même d'un point de vue psychologique, les comportements humains ne sont pas... Enfin, je veux dire, on n'a pas tous les mêmes tendances comportementales. Donc, on est déjà avec quelque chose. Et l'entourage, bien sûr, il va soit renforcer un comportement que nous avons déjà en naturel, soit il va carrément le changer. Donc, bien sûr, un jeune enfant, donc s'il trouve l'entourage qui est encourageant, et donc, quand je parle d'entourage, je parle de la famille, je parle de l'école, je parle de l'environnement culturel du pays lui-même. Donc, si on trouve cet encouragement, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va développer chez ce jeune-là. Et d'ailleurs, la culture américaine, elle encourage l'entrepreneuriat dès un âge très jeune. Donc, je pense que les premiers jeunes entrepreneurs, ils sont américains. Moi, j'ai vu des émissions où, par exemple, une jeune fille de 9 ans, avec une simple recette de grand-mère de produits capillaires, donc qu'elle a testé chez elle, ça a marché, et elle a commencé à la proposer. Donc, il pouvait très bien la proposer gratuitement à ses copines. Mais non, elle a décidé de la vendre. Et à partir de ça, elle a commencé à générer des revenus. Ça l'a encouragée. Bien sûr, l'entourage, lui aussi, l'a encouragée. Mais il y a aussi l'écosystème qu'il ne faut pas oublier, qui peut encourager justement des jeunes, qu'ils soient dans l'école ou au collège ou au lycée. Donc, à prendre part justement à des compétitions, à des challenges, à des concours, etc. Au-delà du fait que, est-ce que oui ou non, ils vont réaliser une entreprise, mais déjà, il y a cette sensibilité, il y a cet encouragement. Et bien sûr, imaginez quelqu'un qui a grandi dans cet environnement, dès qu'il aura son bac, il a déjà, pour son projet de carrière, de monter sa propre boîte. C'est ça, exactement. Ouais. Il a déjà testé, il a déjà certains mécanismes. Il a surtout pas peur. Il n'a pas peur et surtout, il a développé sa confiance en soi. Parce que l'entrepreneur, c'est très important, c'est quelqu'un qui a confiance en lui-même. Il connaît ses limites. C'est quelqu'un qui, quand il a une idée ou quand on lui soumet une idée, déjà, il voit en elle la victoire et la concrétisation. C'est-à-dire qu'il ne reste pas bloqué sur les peurs. Si on te propose, toi, Yasmine, de demain de créer une entreprise, si on te propose une idée, la première des choses, tu vas dire oui, ça va marcher, ça va pas marcher. Si on garantit la réussite. Si on te garantit la réussite. Mais justement, c'est ça ce qui différencie l'entrepreneur, c'est que lui, il reste beaucoup plus focalisé sur la victoire, sur le challenge, sur la compétition. La persévérance aussi, c'est un trait de personnalité qui est très important parce que pour réussir une entreprise ou un projet, ce n'est pas du court terme, c'est plutôt du moyen terme et du long terme. Donc, c'est quelqu'un qui a de la vision, qui peut se projeter, qui peut anticiper, qui peut déployer ses énergies donc personnelles, mais qui est aussi capable de déployer les énergies de son entourage. Parce que oui, l'entrepreneur, il doit interagir avec les autres, avec son environnement. Les autres, c'est peut-être un associé, c'est un banquier, il doit mobiliser des fonds. Mais là, il est déjà arrivé à être entrepreneur. Si on pouvait revenir sur un élément que vous avez évoqué, Imen, c'est les croyances, et les croyances limitantes surtout. Oui. Comment elles nous façonnent pour faire de nous, non pas des entrepreneurs, mais des salariés. En quoi c'est rassurant d'être salarié et pourquoi certains d'entre nous ont besoin de cette assurance? Alors, le salariat, c'est une forme de stabilité. On a besoin d'une forme de stabilité et donc elle nous permet d'être dans une forme de zone de confort. Et c'est ça qui fait que des fois, on n'ose pas voir ailleurs. Ceci dit, pour moi, personnellement, je pense que passer par la case de salariat, c'est quand même intéressant parce qu'on acquiert une certaine expérience. Là, ce dont parlait Fatima, c'est les compétences de la personne. Il y a les compétences qui sont soit techniques, soit les soft skills comme le leadership, le management, etc. Mais il y a aussi les compétences techniques par rapport au projet. Si je veux faire un projet, je propose un produit ou un service, il faut que je ai un minimum d'informations et de maîtrise sur ce produit et service. Et donc, la case salariat, il nous permet ça. D'ailleurs, la moyenne de l'entrepreneuriat, c'est 41 ans.
Donc, quand on a 41 ans, c'est qu'on a fait quand même un bout de chemin en dehors de l'entrepreneuriat contre uniquement 2% des jeunes de moins de 25 ans qui vont dans l'entrepreneuriat. Mais pourquoi on est justement aussi nombreux à vouloir passer par la case du salariat? Est-ce que c'est en quelque sorte ces croyances, on va dire peut-être limitantes, qui nous façonnent, qui nous poussent vers une zone de confort? Attention, il vaut mieux avoir la sécurité du salariat, attention, la prise de risque. Même enfant, même quand on joue, je vais aller très loin peut-être dans cette histoire-là, même lorsqu'on voit un enfant jouer, c'est attention, tu vas te faire mal, attention, ne prends pas de risque, attention, reviens par là. C'est le fait de toujours parler du risque négatif, de la conséquence négative du risque, qui nous amène vers un besoin de stabilité, une zone de confort, un cocon. Mais déjà, dans les cursus scolaires, combien de cursus dans lesquels on introduit des modules d'entrepreneuriat? Il y en a très, très peu. Et dans les projets de carrière, c'est demain tu as ton diplôme, après, qu'est-ce que tu as? Tu as soit le secteur public, soit tu as le secteur privé. Donc déjà, l'entrepreneuriat n'était pas envisageable. Donc il y a juste quelques années, on commence à introduire des programmes, des initiatives donc, par le gouvernement ou d'autres associations donc, qui encouragent l'entrepreneuriat, mais ça reste encore comme une piste, comme un objectif qui n'est pas envisagé tout simplement dans un projet de carrière. Donc, bien sûr, on ne va même pas y penser. Exactement. Oui. Mais par contre, les traits de caractère, ils sont là. Parce que quand on dit entreprendre, ce n'est pas forcément entreprendre dans sa propre entreprise. On peut aussi avoir un poste de responsabilité et entreprendre dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre, voilà. Donc, à partir du moment où je dis c'est la prise de décision, parce que l'entrepreneur, c'est ça, c'est qu'il prend des décisions, il les assume et il les concrétise en projet. Donc, l'esprit d'entreprendre, on peut aussi le développer tout en étant salarié. Mais comme m'a dit Hanan, à partir d'un moment, sont très jolis. Exactement. À partir d'un moment où on développe de l'expertise, on a de l'expérience, on a du recul, on a de la maturité, bien sûr, ceux qui ont déjà ces traits de caractère, ça va être un atout pour que demain, ils lancent leur propre entreprise. Mais justement, on va prendre l'exemple. Alors, Iman est avec nous avec les deux casquettes. Oui. La casquette de la coach et la casquette, on va dire, du témoin par rapport à l'expérience. Iman, de formation, vous êtes ingénieur mécanique, et puis vous avez travaillé dans le secteur de l'automobile, et puis un beau jour, vous avez décidé de tout arrêter, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Alors, est-ce que la décision est quand même facile à prendre, sortir de la zone du confort, du salaire qui tombe à la fin du mois, à l'idée de se dire, très bien, comment je fais le 30 de chaque mois? Alors, pas du tout, c'est pas du tout facile à apprendre, mais je pense que pour moi, le plus difficile, ça a été de prendre conscience déjà que j'étais sur un chemin qui m'était tracé. Parce que dans la vie, on fait des choix, on a l'impression que c'est les nôtres. En fait, c'est la culture, l'environnement. Dès notre petit âge, on nous dit qu'il faut apprendre, avoir un diplôme, travailler, etc., etc. Donc, on a un chemin bien tracé et j'ai suivi ce chemin. Surtout que vous étiez très brillante pendant vos études. Vous avez été... Merci. Mais c'est vrai, vous avez souvent été récompensée. Oui. Exactement. Et donc, quand on suit ce chemin, on est dans une forme aussi de confort, de stabilité et de normalité. On trouve ça normal. Mais il y a très tôt, j'ai eu la crise de la quarantaine bien avant, anticipée, 26 ans, où je sentais que j'avais tout pour être heureuse, mais je n'étais pas malheureuse, mais il y avait quelque chose qui clochait. J'aimais beaucoup mon travail et en même temps, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans l'humain, dans le rapport à l'autre, etc. Et donc, quand j'ai entrepris mes études de coaching, c'était d'abord pour moi-même, mais après, j'ai vu en ça une opportunité. Voilà. De laisser de côté le salariat pour vous lancer. Exactement, exactement. Et je pense qu'il y a aussi un point qui était très important pour moi et que je vois aussi avec mes clients, c'est le soutien de l'entourage. C'est important. Certes, on a besoin d'une certaine estime de soi et confiance en soi, mais le soutien que nous apporte l'entourage est aussi important. Le soutien et la stabilité aussi, parce que quand on est
mère de famille, lorsqu'on a des engagements, lorsqu'on a des traites, lorsqu'on a des factures, on ne se dit pas je me lance comme ça, il faut quand même une assurance en quelque sorte. Oui et non. Parce que sinon, c'est trop beau de donner des discours encourageants face à une réalité qui est concrète. Oui, mais si on attend que tout soit prêt devant nous, on ne va jamais se lancer. Donc, moi, ça, c'est le discours de la zone de confort. C'est aussi une vérité. Moi, mon idée, c'est de profiter de cette stabilité pour investir. Et quand je dis investir, ce n'est pas que matériellement, c'est aussi se préparer pour l'entrepreneuriat. Un salarié ou même un étudiant peut se dire, OK, j'ai pour objectif dans 5 ans, 10 ans de créer quelque chose. Et bien, dès maintenant, je commence à regarder le côté technique du métier ou du produit ou service que je veux proposer. Regarder, parce que la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est les compétences qu'on doit avoir sont nombreuses, sont énormes. Donc, de commencer à se préparer, de travailler son estime de soi, de travailler son leadership, de travailler sa communication et donc d'investir dès le départ. Et comme a dit Fatima, entreprendre, ce n'est pas quelqu'un qui est à la tête d'entreprise. C'est le fait de s'identifier à un projet. Je peux être salarié, je n'ai rien fait encore et je suis déjà entrepreneur parce que je m'identifie à un projet que je vois dans le futur. OK. Oui, Fatima? Oui, je veux juste ajouter par rapport aux personnes qui switchent du salariat à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai eu à accompagner des personnes qui, durant la première rencontre, elles étaient juste là pour dire que ça ne va plus, que leur entourage, exactement, que leur entourage ne leur convient plus, qu'ils ne vivent plus d'une manière, on va dire, épanouissante ce qu'ils font. Ils se posent des questions, mais ils ne se posent pas forcément des questions sur switcher vers l'entrepreneuriat. Et donc, d'où la prise de conscience et le travail sur soi, c'est qu'après plusieurs séances, ils ont pu découvrir que au-delà du fait qu'il y a d'autres pistes de changer, par exemple, de poste ou d'entreprise, il y a d'autres pistes qui sont, par exemple, l'entrepreneuriat. Et donc, à partir du moment où ils vont découvrir qu'ils ont des compétences qui peuvent les aider à carrément monter leur propre entreprise, en plus de l'expérience du salariat, de l'expertise, donc là, ils commencent à se diriger ou à penser à vraiment monter leur propre entreprise. Fait, ce que cite Fatima, là, il y a un moment où, quand on ne veut pas sortir de sa zone de confort tout seul, il y a quelque chose qui nous pousse déjà de notre zone de confort. Et il y a beaucoup de cas qu'ils ont entrepris dans des cas de crise, de deuil, de divorce ou bien de mal-être dans l'entreprise. Oui. Okay. Et donc là, on n'est pas que dans le comportement, on est dans la motivation. Donc l'entrepreneur, c'est que derrière, il a, en plus de l'idée, il a une motivation qui va le pousser à créer une entreprise et de services, une entreprise commerciale, dans le social aussi, parce qu'on parle aussi d'entrepreneuriat social. Donc, on a une motivation, on a des moteurs qui font qu'un jour, on veut changer notre environnement. Alors, le projet aussi, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, le projet est aussi très important. Vous avez, par exemple, Iman, vous avez des personnes qui arrivent avec une idée, un projet, et puis, à travers l'accompagnement, se rendent compte que finalement, ils ne sont pas vraiment faits pour ce projet. Est-ce que c'est important aussi, en tant qu'entrepreneur, d'essayer d'adhérer au maximum à son idée, à son projet, au projet que l'on porte. C'est-à-dire ne pas juste avoir une idée superbe, on se dit c'est porteur, je me lance, mais comment ça me parle à moi, futur entrepreneur? Alors, ce qui est important pour moi, c'est avoir une forme d'adaptabilité. Une superbe idée, ça n'existe pas. Parce que l'idée en elle-même, elle est rien, elle vaut rien tant qu'on n'a pas défini l'opportunité d'affaires. Et donc, l'adaptabilité, je peux avoir, et c'est le cas souvent, on a quelqu'un qui peut arriver avec une idée, mais il sort avec une autre. Parce que pour que le projet réussisse, parce qu'entreprendre, c'est une chose, et faire vivre son entreprise, c'en est une autre. 85% des entreprises échouent dans les premières 5 années. Pourquoi justement? Quelle serait votre explication? Pour moi, c'est une cohérence du profil aussi à l'idée, parce qu'on parle d'identification. L'entrepreneur, il devient, limite, il a une mission. Ce n'est plus juste je sors un produit, je gagne de l'argent. C'est vraiment une mission à laquelle il s'identifie. Et donc, notre travail dans l'accompagnement, c'est de voir 3 grands volets. Les motivations. Elle en a parlé un petit peu, Fatima. Donc, les motivations qui sont derrière, qu'est-ce qui me pousse à entreprendre? Et puis, la cohérence de l'idée avec mes valeurs. Est-ce que ces idées, elles correspondent à mes valeurs ou pas? Parce qu'il y a un moment ou l'autre où il y aura une dissonance et la personne, elle ne pourra plus suivre. Et puis, les compétences,
compétences. Donc, les compétences, il y a deux volets, les compétences techniques et puis les compétences managériales, de leadership, etc. Ça, d'une part, et d'autre part, un équilibre de vie. Parce que l'entrepreneur, souvent, au début, par manque d'investissement, où il ne peut pas avoir une équipe ou une grande entreprise, il assure un peu tous les rôles. Donc, on peut avoir des heures de travail pas possibles, travailler les week-ends et tout ça. Si on fait une entrepreneuriat et pendant 3 ans, on fait réussir son projet et derrière, on trouve qu'on a délaissé sa famille ou bien ses enfants, ça dépend des priorités des gens. Il y a un moment où ça passe plus. Donc, on vérifie aussi l'équilibre de vie tout ça, il faut l'anticiper dans la personne. Pour moi, oui, c'est essentiel. Ça augmente les chances pour que l'entreprise n'échoue pas. Exactement. Alors, quand vous dites que 85% des entreprises échouent dans les 5 premières années, c'est dû à quoi? Un problème de motivation, de cohérence, de compétence? Ça serait pour quoi, moi, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit, en tout cas, moi, je vois qu'il y a beaucoup de programmes d'encouragement d'entrepreneuriat auprès des jeunes, auprès des femmes, etc. Mais je vois qu'ils sont tous, tu me corriges, ils sont tous orientés vers la préparation technique. C'est ça. Exactement. Mais moi, j'en vois peu ou carrément, exactement, qui préparent le porteur de projet. Mais c'est très important. Le porteur de projet, c'est lui qui va, oui ou non, réussir le projet. Moi, j'ai assisté à des comités de sélection de projets dans une association, justement, d'entrepreneuriat, où on avait à étudier des projets qui, techniquement, étaient bien, avaient toutes les chances. Sauf que le profil ne collait pas tout à fait. Donc, quelqu'un qui est passé par le salariat, il a une très bonne idée et pense que du jour au lendemain, il peut la concrétiser en projet. Non. Pour moi, se passe pas comme ça. Le travail, exactement. Pour moi, le travail sur le porteur de projet, il est très indispensable. Même si on a mis en place des initiatives, des opérations d'encouragement, d'accompagnement, l'accompagnement, le mentoring, le coaching de la personne porteur de projet, c'est très, très important. Parce que l'entreprise, c'est dans le long terme. On n'est pas en train de créer une entreprise pour qu'au bout d'une année ou de deux ans, que le porteur de projet lâche parce qu'il y a les contraintes, parce qu'il ne savait pas, il n'était pas bien préparé, il ne savait pas qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat réellement. Parce qu'aujourd'hui, comment on le présente, c'est comme quelque chose de beau, de rose, qui te permet d'être autonome, d'être chef de toi-même, etc. Mais non, il y a un investissement énorme en termes de temps, il faut faire des sacrifices. Il faut avoir le goût du risque. Et quelqu'un qui veut lancer un projet, il doit se préparer au fait que le projet peut ne pas réussir. Et donc, se relever d'un échec, ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Est-ce qu'on est préparé, après une opération d'échec, de se relever du jour au lendemain et de passer à autre chose? Tu as parlé d'adaptabilité, c'est très important, la flexibilité. Aujourd'hui, je viens avec un produit, je viens avec un service. Si ça ne marche pas, je dois être capable je dis aussi anticiper les besoins du marché et du consommateur pour pouvoir adapter mon service et mon produit aux nouveaux besoins. Parce que le marché aujourd'hui, il change, il n'est pas constant. Donc je dois être multi-compétence, exactement, en fait. Le comportement du consommateur, il change. C'est ça. Et c'est important que... Et c'est pour ça que nous parlons de traits de personnalité et de comportement. C'est ça l'entrepreneur. Et donc, ce n'est pas facile. C'est un travail sur soi. C'est de l'accompagnement. Donc, avant qu'il soit technique, il est aussi humain. OK. Donc, en fait, une personne qui se dit « je me lance dans l'entrepreneuriat, je ne veux plus rester dans le salariat », il faut vraiment qu'elle se pose toutes ces questions au-delà de la préparation technique. Le business plan, le financement, ça c'est une chose, on va dire le gros du gros, c'est les compétences. Et moi, franchement, ça c'est une recommandation que je donne à tous ces programmes qui font de l'accompagnement technique, qui proposent aussi de l'accompagnement de la personne. Exactement, de l'humain. C'est la sonnette d'alarme que tirait Imen aussi en off en préparant l'émission, on en a parlé, et elle m'a dit, elle disait exactement la même chose que vous, Fatima. Elle disait, aujourd'hui, on prépare les porteurs de projets au volet financement, à construire un dossier solide pour décrocher un crédit, etc., pour un accompagnement, mais on ne prépare pas le porteur de projet. Plus important, Donc, quand vous dites préparer, passer par la motivation, c'est quoi? C'est pour vous, en tant qu'accompagnatrice Imen, c'est en tant que coach, c'est mesurer la motivation
ou insuffler la motivation? C'est quoi la différence? Ça peut être les deux. Pour moi, l'accompagnement, c'est d'abord du sur-mesure. Ce n'est pas un programme qu'on peut mettre en place pour tout le monde qui ira à n'importe qui. C'est vraiment prendre à la personne en elle-même et regarder, vérifier les motivations. Et puis, oui, insuffler, c'est bien possible de souffler un petit peu plus de motivation. Mais il faut déjà qu'il y ait une base. Que cet entrepreneur, il veut, à travers cette entreprise, de répondre à des besoins qui ont de l'importance à ses yeux. C'est ça qui fera que sa motivation... Ça peut être matériel, ça peut être se réaliser, ça peut être différent. Il y a plusieurs motivations. C'est, comme a dit Fatima, le fait d'avoir une forme de liberté, d'autonomie. Ça peut être concrétiser un rêve, ça peut être avoir de la reconnaissance. Mais, le statut social, beaucoup de choses. La fortune, oui. Et ça aussi, c'est des choses qu'on vérifie parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver avec une raison qui ne leur appartient pas. On pourra par exemple avoir de la reconnaissance, mais pourquoi? Pour qui? Il peut nourrir ce besoin ailleurs. Donc on vérifie bien avec la personne qu'elle n'est pas en train d'utiliser l'entrepreneuriat comme stratégie pour répondre à un besoin qui peut être nourri ailleurs en dehors de cette grosse prise de risque. On va revenir justement sur les autres points, les cohérences et les compétences, mais juste après une courte pause, mesdames. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Médien TV. Entrepreneur, vous dites, qu'est-ce qu'il me faut pour tout ça? Eh bien, on revient dans quelques instants pour continuer ce sujet pour vous. À tout de suite. Toujours avec vous sur Médien TV pour reprendre la deuxième partie d'On se dit tout d'aujourd'hui. Alors on reprend le sujet sur l'entrepreneuriat, l'esprit d'entrepreneur et aussi le porteur de projet qui est cette personne, quelles sont ses capacités, quels sont ses véritables besoins pour matcher avec son idée et son projet. On en parle avec deux spécialistes, Fatima Al-Hasni, consultante coach carrière, et Imal Mazil, coach. Et puis, on parlera d'un autre sujet tout à l'heure avec le docteur Fouzia Al-Qaderi, qui est spécialiste du sommeil. On fera le point avec elle sur l'horloge biologique responsable de mon sommeil. Comment l'adapter, cette horloge biologique, surtout lorsqu'on a des problèmes de sommeil. Alors, on parlait du porteur de projet. Vous disiez il y a quelques instants, mesdames, que tous les programmes mis en place portent vraiment leur attention sur les détails techniques, le financement, etc., mais pas sur le profil, les besoins humains du porteur de projet. On a parlé de motivation, ça c'est très important. Il y a aussi la cohérence. Quand vous dites cohérence, comment vous pouvez, on va dire, simplifier ça, rapprocher ça un peu plus des téléspectateurs? Fatima Al-Hasni. Déjà, la cohérence donc, entre ce que je suis, c'est très important. Et donc là, je reviens pour dire la connaissance de soi. Et l'idée que je veux faire, parce que l'idée que je veux concrétiser pour l'entreprise, il n'y a pas que la concrétisation, mais il y a aussi la manière de faire. Aujourd'hui, si je suis salariée, la manière avec laquelle je travaille, le petit confort auquel je me suis habituée. Demain, si je me lance, si je suis à la tête de mon entreprise, tout ça va changer. Donc, il faut que je sois cohérent avec moi-même. Est-ce que oui ou non, je suis capable d'assumer ça? Si j'avais l'habitude de travailler de 8h, midi, 14h, 18h, de lundi au vendredi, je dois être cohérent avec moi-même pour dire que demain, si je lance mon projet, je n'ai plus à respecter ce timing-là. Je suis amenée à travailler des week-ends, je suis amenée à travailler plus de 8 heures par jour, je suis amenée à travailler les soirs pendant, il y a plus de congés. C'est ça. Ça veut dire qu'à un certain moment, parce que le démarrage d'une entreprise, c'est ça aussi, c'est un grand investissement en termes de temps et d'effort de la part du porteur de projet. Et donc, il doit être préparé à ça et donc il doit être cohérent avec lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas pour trouver du confort, au contraire, je dois vraiment investir. Au début, en tout cas, c'est pas du tout du confort. Tout à fait. Mais c'est jamais du confort, je crois, pour des entrepreneurs. Justement, l'entrepreneur, il va associer ce manque de confort avec un certain épanouissement et du plaisir. Donc, quand il s'investit, tout à l'heure, on a parlé de gens qui sont dans la zone de confort. Ils sont bien là, c'est un trait de caractère aussi. Ils sont bien là dans cette zone de confort. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est bien. Donc, ils savent très bien travailler dans un environnement qui est stable, dans lequel il n'y a pas de changement, dans lequel il n'y a pas de concurrence. Donc, ça leur va.
D'accord. Exact. Mais il y a d'autres qui ne se trouvent pas dans cet environnement stable. Donc, elles vont être dérangées de travailler dans un environnement monotone, dans un style de fonctionnement. Donc, elles ont besoin d'avoir des changements, d'avoir des défis au quotidien, des challenges. Ils sont dans l'action plutôt que dans la réflexion. Donc, c'est ça leur moteur. C'est justement, donc, au contraire, ça leur convient parfaitement. Mais par rapport à cette histoire de cohérence, il y a soi, en tant que porteur de projet, il y a aussi l'entourage. Exactement. C'est important. Vous en parliez tout à l'heure, Imen, le soutien de l'entourage. C'est aussi la compréhension des heures de travail interminables, des soirées à travailler, des week-ends à travailler. Ça aussi, c'est important. Oui, bien Faire adhérer l'entourage dans Bien sûr le que c'est projet. important et c'est quelque chose qu'il faut vérifier en amont. C'est comment mon entourage va vivre mon aventure, je dirais, et comment moi je vivrai, comment l'entourage va la vivre. C'est-à-dire le fait de s'investir. Si par exemple on parle, pour revenir à la cohérence, c'est la cohérence des valeurs. Si j'ai une valeur famille importante, à quel point je peux l'associer à ce projet-là. Est-ce que, par exemple, je suis maman aujourd'hui, j'ai un bébé d'1 an, est-ce que je suis prête à sacrifier ça ou bien il y a un équilibre à trouver? On peut finir par trouver un équilibre. Je peux ne pas être l'entrepreneur qui est toujours absent. Ouais. Je peux choisir, au lieu que mon entreprise arrive à un certain chemin au bout de 3 ans, de choisir qu'elle arrive au bout de 5 ans parce que je n'ai pas envie Mais c'est des questions de qui sont sacrifier quelque chose. importantes à se poser. Bien évidemment qu'elles sont importantes. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Exactement. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Si comme ça, on a je vais dire, des responsabilités derrière. Exact. Donc, on est maman ou papa aussi avec des responsabilités. Et donc, l'impact, il n'est pas que sur la personne elle-même. Tout à fait. Et même émotionnellement, il y a aussi sur ton entourage, les parents, le conjoint, les enfants aussi. Donc, qui vont se poser aussi autant de questions que le porteur de projet lui-même. Est-ce que c'est ça qui crée aussi pas mal de conflits au sein des familles et peut-être au sein des couples? On va entendre celui qui veut se lancer ou qui s'est lancé et parce qu'il n'y a pas eu cette discussion, il n'y a pas eu cet échange, cette réflexion de dire « il m'empêche de vivre mon rêve ». Par exemple, on va prendre l'exemple d'une femme. Elle va dire de son conjoint qu'il l'empêche de vivre son rêve, qu'il ne la soutient pas, qu'il ne l'encourage pas, qu'il ne lui laisse pas tout l'espace dont elle a besoin. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu cet échange avant, cette discussion honnête, jusqu'au bout de la chose. Exactement. Pour moi, à partir du moment où on partage la vie avec quelqu'un d'autre, un projet, une entreprise, ça fait partie de notre vie. Donc, la moindre des choses, c'est de partager l'idée, de partager les ambitions, de partager les rêves. Et c'est ça ce qui fait que certains vont réussir plutôt que d'autres. C'est important. Plutôt que d'autres. Oui. Et en tant que femme, souvent, on a tendance à prendre un raccourci et dire, au lieu de dire on n'a pas discuté, on n'a pas échangé, on ne s'est pas mis d'accord, il y a de la jalousie. Voilà, c'est un petit raccourci, on va dire, souvent féminin dans notre société. Il ne me laisse pas voler de mes propres ailes, il est jaloux. Alors l'autre point, c'est les compétences. On a parlé de motivation, cohérence des valeurs et compétences. Donc au-delà des compétences techniques, c'est ça? C'est d'autres formes de compétences, Imen? Oui, c'est les compétences dont on parle depuis le début de l'émission. C'est un ensemble de compétences qui va toucher un petit peu tout. Il y a le leadership, la communication, il y en a plein. Et surtout en phase de démarrage, parce que souvent, l'entrepreneur, il est solopreneur au début, ce qu'on ne recommande pas beaucoup, parce que quand il y a des partenariats, ça complète un petit peu les profils, mais il est tout seul. Donc, il peut se trouver, il a besoin de créativité, d'être visionnaire au début pour déjà concrétiser l'idée au début, la rendre comme opportunité d'affaires. Et puis, il y a la phase de démarrage où il y a de la paperasse, il y a des choses administratives à faire. Il doit chercher les investissements, il doit aller chercher la source d'information concernant les études de marché, etc. Et puis, quand il va commencer à construire une équipe, ou même avant, s'il a des clients, il commence lui-même à démarcher. Il y a une partie commerciale, marketing, des stratégies à mettre en place. Et puis, quand il y aura l'équipe, il y a le leadership, de la communication, une structure à donner à l'entreprise. Donc, la palette, elle est énorme. C'est ce qui rend la chose difficile et ils ont besoin aussi d'accompagnement. Moi, je pense que l'entrepreneur, c'est un peu comme un athlète sportif à haut niveau. Il a du talent, mais s'il n'est pas accompagné, il s'exerce. C'est des gens qui font beaucoup d'exercices et qui sont accompagnés et suivis de près. Les résultats ne seront pas les mêmes. En fait, on aurait pu nommer l'émission différemment. Pourquoi les entreprises échouent-elles autant
très vite. En fait, c'est à ça que nous sommes en train de répondre aujourd'hui. Je pense qu'on peut tirer pas mal de leçons à travers cette émission. Bien sûr, une entreprise, c'est très important que le porteur de projet comprenne qu'il ne peut pas la réussir seul. C'est impossible. Ne serait-ce qu'en partant d'une idée, l'idée, pour pouvoir la concrétiser, il faut d'abord savoir la vendre. Donc, ma capacité, il faut que je sois bien sûr moi-même convaincue de l'idée, mais je dois aussi convaincre les autres de sa faisabilité, de les faire adhérer, fédérer, de savoir communiquer, de savoir convaincre, d'être aussi ouvert d'esprit. Parce que même si j'ai une idée, mais il faut que cette idée soit réfléchie, mûrie. Donc, je dois la partager avec les autres, je dois la tester pour être sûr et certain que c'est quelque chose qui pourra être concrétisé en projet. Il y a toutes les traits de caractère qui sont en relation avec le leadership. C'est très important. Je dois être à l'écoute des autres, de moi-même, des besoins du marché. Je dois savoir convaincre, je dois être patient. Bien sûr, la palette, elle est énorme. Mais pour rassurer les gens, Mechi, n'importe quel entrepreneur, il a toute la palette complète à 100%. Et donc, justement, c'est ça le travail aussi d'accompagnement. C'est à un certain moment, il faut faire ce bilan de compétences, de faire une sorte d'évaluation, si on veut. Qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que dont on aura besoin pour réussir en tant qu'entrepreneur, pour qu'on puisse le travailler. Et donc, c'est justement ça, le rôle de l'accompagnateur ou du coach pour développer les compétences qui nous manquent. Et bien sûr, personne n'est parfait, on ne peut pas tout avoir. Exactement. Pardon, Iman, allez-y. Non, juste pour compléter par rapport aux compétences qu'on n'a pas, donc il y a deux façons de faire. Soit je peux les acquérir moi-même parce que j'en ai envie ou ça peut compléter mon profil, ou je peux les avoir à travers un partenaire. Parce qu'il y a des compétences où on a des personnes qui te disent simplement « je ne suis pas commercial ». Après, on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est juste une crainte ou est-ce que réellement la personne elle n'a pas la fibre? Si elle n'a pas la fibre, on ne va pas lui demander d'aller s'investir dans une formation ou des recherches. Elle va plutôt aller chercher quelqu'un qui a cette fibre-là pour se compléter. Mais alors justement, on va peut-être conclure sur ce point et ça serait une ouverture pour une prochaine émission. Est-ce que quand on lance un business, on lance une idée, une affaire en partenariat, est-ce qu'à ce moment-là, ce sont tous ces points à dérouler à 2 ou à 3 ou enfin à travers toute l'équipe, ou chacun vis-à-vis de lui-même et ensuite ensemble? Parce que en fait, ça revient à dupliquer tous ces points-là, parce qu'on n'est plus un seul porteur de projet, mais on est une équipe porteuse de projet. C'est d'autres contraintes supplémentaires. Ouais. Là, on est plutôt dans la complémentarité. Il faut que les deux associés soient différemment, mais sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, on a un objectif commun et c'est clair qu'on ne peut pas se ressembler parce qu'il faut, par contre, être complémentaire. Donc, on peut être différent, mais complémentaire pour atteindre le même objectif. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ouais, exactement. D'autres mots, j'ai envie de dire, de vérifier quand on a un partenaire, de vérifier qu'on partage les mêmes valeurs. Parce que c'est ça la base, les valeurs, la mission de cette entreprise. Et puis le reste, au contraire, la différence, elle est la bienvenue. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été bellement complémentaires aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se dit, si c'est vraiment. En tout cas, vous avez été super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Je rappelle que j'étais avec Fatima El-Hasni, consultante coach carrière, et Iman Mazil, coach. À très vite, mesdames. Merci. Et on peut bien sûr vous voir à nouveau sur mediantv.com. Allez, on enchaîne avec notre interview santé. À tout de suite. Et notre interview santé d'aujourd'hui porte sur l'horloge biologique, mon allié pour un bon sommeil. On en parle avec une spécialiste de la question, le docteur Fouzia Qaderi, médecin ORL spécialiste du sommeil. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir enfin attrapé en fait. Merci beaucoup. À travers vos différentes. C'est un plaisir de vous avoir. Et docteur. Surtout le sujet qui est extrêmement important. C'est ça, exactement. Alors docteur Fouzia Qaderi, l'horloge biologique, est-ce que concrètement ça existe vraiment ou c'est une expression pour faire référence à quelque chose? Alors, l'horloge biologique existe. Et toutes les études en neurosciences, en neurologie, ont prouvé qu'elle était d'une très grande importance. On sait maintenant qu'elle est localisée au niveau du cerveau. On sait qu'au niveau des noyaux suprachiasmatiques, c'est un petit amas de cellules neurologiques. Et on sait qu'elle joue un rôle primordial dans le fonctionnement de l'organisme.
et qu'une horloge biologique qui travaille sainement et qui est bien synchronisée va permettre à l'individu de vivre une vie saine et en bonne santé. D'accord. Alors, cette horloge biologique, elle influence sur quoi exactement? Alors, elle va influencer sur plusieurs choses à travers des hormones ou à travers des transmetteurs. Des neurotransmetteurs. Elle va agir d'abord sur le sommeil, puisque d'elle va dépendre la libération de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et elle va agir également sur notre système autonome, qui lui va réguler toute la partie cardiovasculaire. Elle va agir sur les hormones, parce que la libération et la sécrétion d'hormones va dépendre justement de cette horloge biologique. Elle va agir au niveau de notre humeur, elle va agir au niveau de notre activité motrice et plein de choses encore. Ok. Alors, on va s'arrêter sur le sommeil avec vous. Pour parler de synchronisation, c'est pour ça, au départ, cette horloge biologique est un petit peu perturbée. C'est pour ça que les tout petits, à la naissance, dorment, on va dire, la journée, se réveillent plutôt la nuit. C'est en rapport avec l'horloge biologique, non? L'horloge biologique, c'est-à-dire chez les tout petits et les nouveau-nés, le cerveau est en pleine maturation. C'est ça. Et ils ont besoin de dormir parce que c'est à travers le sommeil que la sécrétion d'hormones de croissance va se faire, c'est à travers ça que la connexion cérébrale se fera, c'est à travers ça qu'une maturité et une maturation cérébrale se fera. Donc ce bébé-là a vraiment besoin de dormir jusqu'à 15-16 heures par jour. Et quand il grandira un peu plus, le sommeil va garder effectivement une place extrêmement importante. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait que cette horloge biologique est bien synchronisée et qu'est-ce qui va venir la perturber pour avoir ensuite des personnes qui vont faire des insomnies notamment, qui vont avoir des nuits de mauvaise qualité? Alors, l'horloge, alors, il faut d'abord préciser que ces caractéristiques sont génétiques. D'accord. Non seulement par rapport aux chromosomes, mais également par rapport à une mémoire génétique. C'est-à-dire de comment sont les parents va dépendre l'horloge des enfants. Okay. Et on le sait, il y a des familles qui sont peu dormeurs, il y a des familles qui dorment très tard, qui se réveillent tard, etc. Donc, ce point-là est extrêmement important parce que cette horloge-là, elle va différer d'une personne à une autre. Mais ça, pardon, c'est, on va dire, génétique ou c'est environnemental? C'est parce que dans cette famille, on a tendance à veiller le soir et à se réveiller plus tard, donc forcément, c'est comme ça que cette horloge a été réglée. Alors, tout ce dont je parle actuellement, c'est tout ce qui touche à la génétique. D'accord. Mais il est évident, je vais répondre tout à l'heure à votre question, que l'environnement va agir énormément sur la synchronisation et la régulation de cette horloge. D'accord. Alors, on l'appelle horloge biologique interne, parce qu'on l'a dit, elle se situe au niveau du cerveau. On l'appelle horloge circadienne parce que son rythme se fait sur 24 heures. Et tout l'impact de cette horloge va se faire sur, comme je vous ai dit, les fonctions les plus importantes de l'organisme, dont le sommeil. Alors, la caractéristique de cette horloge, c'est qu'elle est génétique, on l'a dit, elle va avoir aussi une empreinte et une mémoire génétique, et donc dans des familles, on aura des courts dormeurs, on aura des longs dormeurs, on aura des gens qui sont matinaux et on aura des gens qui sont vespéraux. C'est-à-dire il y a des gens qui dorment tôt pour se réveiller tôt, d'autres qui dorment tard pour se réveiller tard. Et ça, c'est une empreinte dans la personne, en soi. On ne peut pas régler si? On peut adapter. Adapter, ok. Alors, la question, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des horloges qui se laissent s'adapter. Et c'est ce qu'on appelle des horloges qui sont flexibles. Okay. On peut facilement, un jour par exemple, dormir un peu tard, mais voilà, ça ne dérange pas puisqu'on reprend rapidement un sommeil normal. Et puis, on peut par exemple la réarranger. Au lieu de dormir, on avait l'habitude de dormir à 11 heures, on va s'adapter à 10 heures ou à 9 heures. Oui, il y a des horloges qui sont comme ça, qui sont flexibles. Et ces gens-là qui ont cette capacité ont beaucoup de chance parce qu'ils vont avoir moins de problèmes de santé que ceux qui vont avoir une horloge rigide, c'est ça. C'est-à-dire une horloge qui n'accepte aucune
modification par rapport à ses caractéristiques génétiques. J'en sais quelque chose, justement. Alors, cette horloge biologique, est-ce qu'elle a tendance à changer, évoluer avec l'âge, à dépendre d'autres facteurs, on va dire? Est-ce que l'âge, notamment, va venir la changer? Certainement. Alors, et pour plusieurs raisons. Parce que cette horloge, elle est synchronisée par quoi? Vous m'avez posé tout à l'heure la question. Elle est synchronisée par le jour et la nuit. OK. Donc, tant que le jour est là, est présent, la rétine capte cette lumière et envoie un message au cerveau pour lui dire, voilà, c'est encore le jour, il n'est pas encore temps de dormir. Une fois que la nuit va apparaître, eh ben, l'hormone, la mélatonine qui est libérée par cette horloge-là, justement, et qui dépend de la synchronisation de cette horloge, va être libérée et à ce moment-là, le sommeil va être induit et il va venir. Alors, l'âge, bien sûr qu'il y a une influence extrêmement importante. Alors, une influence par rapport déjà à l'adolescent, parce qu'il a un léger déphasage par rapport à sa libération de mélatonine. Donc, c'est un adolescent qui aura tendance à veiller un peu plus que ce qu'il ne devrait, alors que ses besoins en sommeil sont plus importants que, par exemple, un grand enfant. C'est-à-dire qu'il aura besoin de 9 heures de sommeil, au fait. Puis, à l'âge adulte... Donc, il accumule une dette de sommeil? Alors, il peut cumuler la dette de sommeil s'il se laisse porter par ce retard de phase. Il peut se laisser porter. C'est-à-dire, tout le monde dort à la maison déjà, et puis bon, lui, il sent que bon, le sommeil ne vient pas, et tout de suite, il se branche sur les appareils électroniques, et on en avait déjà discuté. On avait fait une étude à Casablanca qui avait montré que plus de 90% avaient au moins 2 appareils électroniques dans leur chambre, ce qui est extrêmement dangereux et nocif pour eux. Et donc, cette horloge-là, eh ben, elle va être totalement perturbée par le fait que ça va être décalé. Et chez l'adolescent, ça va se faire très facilement, et d'autant plus facilement que sa libération de mélatonine est légèrement retardée. D'accord. Ça, après, et on va en parler, après arrive l'âge adulte, où les choses normalement devraient être dans l'ordre, et à partir du 3e âge, tout commence à vieillir un peu. OK. Et 3e âge, à partir de quel âge? Eh ben, l'OMS ne s'est pas fixé sur quelque chose parce qu'on dit que c'est un âge biologique. Il peut varier entre 60 ans, 65 ans, etc. Il y a des gens qui, à 55 ans, sont déjà dans le 3e âge. Dans le 3e âge, d'autres qui, jusqu'à 65 ans, 70 ans, ça va dépendre de la nutrition, ça va dépendre de l'activité physique, ça va dépendre des relations professionnelles et sociales de la personne. D'accord. Plus elle est dans ça, et plus elle va... Se maintient, se conserve. Exactement, et l'horloge biologique, elle va suivre. Tout à fait. Donc, arrivé au 3e âge, qu'est-ce qui arrive à cette horloge biologique? Alors, cette horloge biologique va commencer à faire un peu d'avance. OK. Et donc, les personnes de 3e âge, et maintenant tout le monde le sait, vont avoir plutôt tendance à dormir un peu plus tôt que prévu. C'est un phénomène qui est physiologique, qu'il faut respecter. C'est un phénomène qui est tout à fait normal avec le vieillissement de cette horloge biologique. Et la personne, bien sûr, en dormant vers 8 heures, peut-être 9 heures du soir, ou peut-être même un peu plus tôt, va se réveiller au milieu de la nuit. Et le danger réside là. Quand la personne ne sait pas que c'est normal, que c'est physiologiquement normal, quand l'entourage ne s'imagine pas que c'est une chose qui est physiologiquement normale, cette personne se retrouve très rapidement chez un médecin avec des hypnotiques, des psychotropes, des anxiolytiques et des somnifères, parce qu'on dit « Ah, la personne, elle passe la nuit réveillée, il faut l'endormir ». Mais vous êtes médecin, docteur Kraderi, est-ce que le corps médical n'est pas suffisamment sensibilisé à cette question du sommeil chez le 3e âge? Alors, vous savez que c'est une spécialité, le sommeil en lui-même est une spécialité qui est toute récente. C'est vrai. Vous savez qu'on organise beaucoup de formations, on organise un congrès annuel, on vient d'en passer un d'ailleurs sur l'insomnie qui pour nous est un thème extrêmement important parce que ça constitue un véritable problème de santé publique. Et donc, nous avons parlé de toute cette problématique. Et dans ces congrès-là, dans ces formations-là, nous avons des médecins généralistes, des ORL, des neurologues, des psychiatres. Pour relayer l'information. Exactement, pour
Mais la spécialité en elle-même est une spécialité qui est très très jeune et je pense que maintenant les médecins commencent à savoir que voilà, il y a des phénomènes physiologiques particulièrement chez le troisième âge où il faut respecter cet état de fait et éviter de donner des benzodiazépines essentiellement ou des somnifères parce que la personne âgée, vous le savez, elle va se réveiller encore une fois et deux fois peut-être pour aller à la salle de bain et très souvent ils sont dans un état d'ébriété, ils tombent, ils se retrouvent avec une fracture du col du fémur et là c'est… Des choses qui auraient pu être évitées. Tout à fait. Alors, en même temps, cette horloge biologique qui change à cet âge-là, c'est quand même perturbant pour les personnes. Dormir plus tôt, se réveiller plus tôt, se réveiller parfois au milieu de la nuit, se réveiller vers 5 h du matin, 4 h du matin. Est-ce que ça ne décale pas non plus la vie sociale? Est-ce que le coup de main du somnifère, vous êtes vraiment contre à 100%? Oui, je suis contre à 100%. Parce qu'il ne règle pas du tout le problème. Qu'est-ce qui règle le problème? C'est que la personne du troisième âge, alors qu'elle soit retraitée ou qu'elle soit encore en activité professionnelle, qu'elle conforte toutes ses activités par rapport aux activités professionnelles, aux activités sociales, aux activités physiques, avec une bonne nutrition. Et là, il est évident qu'elle va se maintenir et elle va garder un bon rythme biologique. Merci beaucoup pour tous vos conseils et ces informations vraiment de qualité. Dr Fawzia El-Kaderi, médecin ORL spécialiste du sommeil à Casablanca. À très vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quant à moi, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe en régie pour la réalisation de cette émission. À très très vite sur Médien TV, sur medientv.com et sur Médien Radio, bien sûr. Au revoir.